Bonsoir à tous et merci d'être sur Gabon 24. C'est l'heure de votre émission, votre magazine de sport, Multisport 24. Vous savez, Multisport 24, c'est le résumé de toute l'activité sportive de la semaine avec des analyses, des commentaires et des reportages inédits. Et pour en parler aujourd'hui, eh bien, nous avons sur ce plateau Linda Gaël Maganga de la rédaction de Gabon 24. Elle va nous parler justement de la marche pro, de la randonnée en pleine forêt, mais aussi sur ce plateau, Freddy Koula, journaliste sportif à RFI, Radio France Internationale. Bonsoir messieurs, madame. Bonsoir, oui. Les dames d'abord. Oui, les dames d'abord. Bonsoir, Willy. Oui, ça va, comment allez-vous? Bon, très bien. Ben oui, voilà. Linda, elle a fait la randonnée. Ouais, ça donne toujours la pêche. Moi, je fais du 10 km de Franceville. 10 On va en kilomètres parler ou pas? Mais bien sûr. C'est justement le sommaire de cette émission. Il sera question de la randonnée, donc la marche pro. Nous parlerons également du 10 km Franceville. Il sera également question dans cette émission de la FIBA, donc le basketball féminin Coupe du Monde, victoire donc des USA. Et puis aussi dans cette émission, eh bien, la toute première liste de Daniel Cousin, le sélectionneur des Panthères du Gabon. Alors, on commence tout de suite cette émission avec le 10 km Franceville, qui était donc à sa première édition à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué. Un marathon ou encore un 10 km qui a connu beaucoup de succès, comme nous le fait découvrir ici, eh bien, nos confrères de la presse présidentielle. La brume du matin ne s'est pas encore dissipée sur la ville de Massoko et déjà, les athlètes à pied d'œuvre s'activent dans leur échauffement. Près de 5000 compétiteurs de 15 nationalités différentes sont présents sur la ligne de départ lorsque le chef de l'État donne le coup d'envoi du 10 km de Massoko. 3, 2, 1, c'est parti! L'épreuve dans cette ville de haut plateau est une première. Formidable pour la première fois à Franceville. C'est vraiment une communion. C'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Ça s'est bien passé, c'était un peu difficile avec les collines de Franceville. Le sport et tout ce qu'il y a de bien pour que le corps se maintienne en santé. Et le fait de voir que ce soit le marathon de Libreville, les 10 km de Port-Gentil, 10 km de Franceville aujourd'hui, je dis que l'engouement continue à prendre et que ça fasse du bien à tout le monde. La course était fantastique, difficile, mais il fallait aller jusqu'au bout. La preuve, la médaille. Après le marathon du Gabon et le 10 km de Port-Gentil, la course de Franceville, dotée d'un parcours peu commun et d'un plateau relevé d'athlètes amateurs et professionnels de renom, s'offre comme l'une des épreuves phares du continent. Je voudrais surtout récompenser tous les athlètes, ceux qui viennent d'ailleurs, comme ceux du Haut-Ogooué, pour une course populaire, parce que nous avons quand même eu presque 5000 participants pour une première édition. Les meilleurs de la compétition ont été récompensés des mains du président de la République et de personnalités diverses. Dans la pure tradition d'hospitalité locale, la première édition du 10 km de Massoko a connu un engouement populaire. Donc ça montre bien que les Gabonais ont l'esprit sportif et que les événements organisés qui sont populaires attirent du monde. Le public était aussi au rendez-vous pour encourager les athlètes. Et donc c'est une belle course. Si l'esprit olympique ici a raflé la mise, l'essentiel pour tous était de participer. Le timbre vocal de Bienvenue Munko de la presse présidentielle dans ce reportage. Freddy Koula, vous étiez à Franceville pour la première édition de ce 10 km Franceville. C'est, on peut le dire, une course qui a connu un grand succès. C'est un tout petit peu dans la continuité de ce qui se fait depuis la création du marathon de Libreville, ce qu'on appelle communément le marathon du Gabon. C'est une sorte d'exportation, entre guillemets, de cette course à pied est une réussite. D'abord, ça l'a été dans la province de l'Ogooué-Maritime à Port-Gentil avec les 2 premières éditions et ça l'a été encore plus avec cette course à pied du 10 km à Franceville. C'est d'autant plus remarquable que ce genre d'événements, lorsqu'ils sont implantés pour la première fois, généralement reçoivent une sorte de réticence. Mais il y a eu comme une sorte de communion parce qu'ils ont pris l'équipe du marathon, ils ont passé plus de 2 mois à préparer cet événement sur place. Je pense notamment à son directeur de communication qui est Waris Fatombi qui, avec sa team, ont travaillé pendant tout ce temps à essayer de sensibiliser les gens.
Mais il y a un autre avantage, comme je le disais, consécutif au fait qu'il y a déjà eu une réussite dans l'organisation du marathon Libreville notamment. Donc tout le monde avait l'écho que c'était une grande fête populaire et ça l'a été véritablement dans cette ville nommée Massoukou qui, souvenez-vous, en 1930 n'était qu'un petit village et qui, quelques années plus tard, après que Savorgnan de Brazza ait découvert en 1880 cette ville-là, c'est devenu une excellente ville dans ce sens qu'il fait bon vivre. Et je le disais en blaguant d'ailleurs sur Twitter que c'est pour moi la plus belle ville du continent africain parce que quand on y est, on y respire abondamment et très très bien, on y vit paisiblement. Et la population est si accueillante, malgré qu'il y ait une sorte de cosmopolitanie qui s'est retrouvée d'ailleurs dans la course. Il y avait une telle ambiance dans les parcours. On a dépassé Potos en passant par la montée du gouvernorat, la Poste et même à la CNSS qui est d'ailleurs Mais ce qui est particulier dans cette course, c'est le relief qui est vraiment un peu compliqué pour les coureurs. Alors, c'était un parcours qui était assez compliqué pour les professionnels notamment parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas eu d'appréhension en abordant cette course-là, mais en regardant, par exemple, moi j'ai regardé attentivement la dernière course qui avait été gagnée par un des challengers de cette course-là, Maxwell. Il avait été à Santos, une course au Brésil de 10 km. Il venait après Santos, donc à cette course-là, il avait déjà gagné le 10 km de Port-Gentil. Et lui, il a dit véritablement que ce parcours-là était beaucoup plus difficile que ceux qu'il avait connus auparavant. Et quand on fait le parallèle avec les autres 10 km du continent, il n'y en a pas une qui a un parcours aussi difficile. D'ailleurs, c'était choisi volontairement par les organisateurs. Ils ont pensé à agrandir la difficulté pour pouvoir augmenter la compétitivité. Et ça a été cela, ça a été extrêmement difficile. D'ailleurs, 29 secondes et 19 pour le vainqueur. Ça a été non pas le record, mais symbolique de l'effort qu'il fallait fournir, même si derrière les amateurs ont ici très bien suivi avec le jeune Opana qui est originaire de Franceville et qui est étudiant à l'université, qui représente aujourd'hui peut-être le symbole de l'avenir du cyclisme. Et la présence du chef de l'État gabonais? Ah oui, c'est un grand fan de foot. On le connaît à la base. On le sait qu'il a toujours été, même en 94, souvenez-vous, quand les Panthères se sont qualifiés pour la première fois en Coupe d'Afrique. Moi, j'ai eu une anecdote de ce que le président était lui-même dans les charters. Il allait avec les équipes, notamment de ce qui est de l'expulsion de Yaoundé et même au Bénin. Et depuis que le marathon existe, et même depuis qu'il y a cette succession d'événements, il y a cette implication-là qui est symptomatique de l'amour et du plaisir qu'il prend à être autour de ces compétitions-là. Souvent, ces agendas sont extrêmement chargés, mais il prend toujours le temps d'être présent à ces événements-là. Et d'aucuns vont dire certainement dans l'analyse. Mais cela donne quand même une autre couleur. Hein. Non, mais dans l'analyse politico, on va dire qu'il se sert de ces événements sportifs pour agrandir sa popularité, mais c'est souvent plutôt l'inverse parce que le fait qu'il soit présent, en général, ça grandit le caractère prestigieux de l'événement et à chaque fois, il prend la peine. Et moi, j'étais d'ailleurs en première ligne quand il faisait des interviews. Il ne réchigne pas à répondre aux questions de journalistes. Quelles que soient les questions, il y en avait quand même qui étaient extrêmement pointueuses. Il prend le temps d'expliquer l'intérêt de ces événements sportifs-là qui donnent aussi une dimension. Par exemple, moi, le marathon du Gabon et surtout ce marathon de Franceville a une connotation touristique, mais que personne ne peut imaginer parce que moi, j'avais déjà découvert la province du Haut-Togo au travers de la tropicale Amissa Bongo. Mais là, ceux qui sont venus, il y avait un peu plus de 16 nationalités présentes. Il y en a qui ont découvert le relief extraordinaire de Franceville avec ce paysage mais génialissime. Souvenez-vous d'ailleurs, si Savorgnan de Brazza en 1980, vous savez pourquoi il a nommé Franceville? Parce qu'il avait fait le parallèle avec les Pyrénées françaises. Il s'est dit, ce paysage-là ressemble à la France, à mes Pyrénées, et donc je vais l'appeler la Petite France. Il a nommé ça Franceville. C'est dire qu'en gros, voilà, la considération. Mais la ville qui s'appelait avant Massoukou, voilà, qui voulait dire les chutes. C'était pas la ville, à l'époque c'était le village qui avait 30 petites habitations, est devenu aujourd'hui Franceville avec la ressemblance. Mais c'est vrai, on n'insiste pas suffisamment sur ce caractère génialissime de ce territoire qui autrefois était annexé au Congo, qui aujourd'hui appartient intégralement au Gabon. Il y a un paysage magnifique qui devrait considérablement être pris beaucoup plus en considération dans la promotion du tourisme. D'ailleurs, il y avait la directrice de la Gatos, Karina Arissani, qui était là. Et il y avait le ministre des Sports, Billy Binze, qui était également, qui est aussi ministre du Tourisme. Ce sont des événements qui sont sportifs, qui, deux fois de temps en temps, les gens disent à quoi ça sert. Mais ça sert aussi à la promotion du pays. On en a besoin, nous. Les gens oublient de temps en temps qu'on est un petit pays, que ça ne fait pas longtemps qu'on existe. Mais pour exister sur l'échiquier mondial, pour que les gens viennent dans votre pays, il faut bien qu'on parle de vous. Et ces gens qui viennent, un peu plus de 16 nationalités, et même ceux qui ont couru également, quand ils repartent, ils apportent cet écho favorable-là, cet écho qui montre le Gabon autrement que ce qui est décrit des fois de temps en temps maladroitement par quelques médias internationaux. On peut s'attendre justement à une succession
les 10 km de Franceville prochainement, on va dire, Oui, deuxième, troisième, quatrième. En non point douté, je pense que je le disais, puisque je faisais l'op speaker avec deux garçons qui sont formidables aussi, Charlie Touch que vous connaissez et Waris Fatombi, on a été speaker de cet événement-là. J'ai pris un plaisir énorme à faire le speaker pour cet événement parce qu'en plus il y avait une communion avec un peuple qui lui est amoureux du sport. Je le disais en blaguant d'ailleurs qu'à Franceville, les gens, personne n'aime la défaite, mais c'est vrai. On le voit avec l'équipe, même dans le Haut-Togo, on le voit avec Manga Sport, personne n'aime perdre. Et ça s'est vu. 5000 participants au départ, ils sont 5000 qui ont franchi la ligne. Ça n'existe pas tout le temps. Souvent dans les marathons, il y en a qui abandonnent, mais presque personne n'a abandonné dans cette course-là. Ça prouve que la mayonnaise a pris et vraiment, je pense que le président, lui, était content, le ministre aussi était content, les populations qui étaient surtout les premières concernées étaient contents et ils en redemandent déjà. Ça veut dire qu'il y aura une deuxième édition de 10 km de Franceville. Et il faut voir si les organisateurs, d'ailleurs, pour terminer très rapidement, j'ai posé la question au président si c'était peut-être le meilleur moyen de sortir le sport national en essayant de privatiser les organisations des événements. Parce qu'on voit que depuis le début, la création du marathon de Libreville, la création de 10 km de Port-Gentil, il y a une vraie réussite dans l'organisation de ces événements-là. Il faut donc arriver à trouver le meilleur moyen de profiter fondamentalement de ces événements qui sont très bien organisés par les organisateurs qui sont à la fois des Gabonais et surtout des promoteurs étrangers. Il faut arriver à profiter de cela pour sortir des graines et aussi surtout continuer à développer quelques infrastructures. C'est des courses reconnues sur le plan international déjà? Alors, le marathon de Libreville, lui, est déjà labellisé par l'I2AF. Sur international d'athlétisme, celui de Port-Gentil avec la deuxième édition, parce que sachez qu'à chaque fois qu'il y a ce genre de course, en général les organisateurs prennent la peine d'inviter ou d'envoyer une lettre à l'I2AF qui envoie un émissaire venir superviser la course et après derrière il y a une notation et à Port-Gentil ils ont reçu la labellisation, c'est-à-dire que la course de 10 km de Port-Gentil est déjà certifiée donc dans le calendrier de l'I2AF et donc la première édition en général ce sont des éditions d'essai et donc cette première édition du 10 km de Masoko qu'on appelle Run in Masoko a été observée, regardée par l'I2AF et donc certainement il y aura un rapport derrière qui sera fait et peut-être que dès l'année prochaine il y aura cette fameuse labellisation qui ressemble en général à un certificat d'études sportives. Ben voilà. Et puis tout de suite, Freddy, si vous le permettez, le classement au sortir de ce marathon ou encore le 10 km de Franceville. Alors, Mandé Abdallah de l'Ouganda s'est imposé après 29 minutes et 13 secondes. Bekele Telaoun de l'Éthiopie également, il est arrivé en deuxième position. Kipkemoi Noah du Kenya chez les seniors. Et puis, eh bien, le premier Gabonais, Opana Lendungu Marius, est arrivé à 13e. Après 35 minutes et 28 secondes, c'est un excellent temps pour un amateur. Je vous l'ai dit, le gamin, je le connais un tout petit peu parce que quand j'étais étudiant à l'université Omar Bongo d'ailleurs, il avait participé à une course, c'était une course organisée par la Fédération gabonaise des sports universitaires qui n'existe plus d'ailleurs. La course n'existe plus, mais il avait montré, il avait à l'époque, je pense, 19 ans, il avait montré cette envie déjà de réussir et d'aller plus loin. Et il m'avait confié un jour d'ailleurs, Mario Sopana, qui est originaire de Franceville et qui est très heureux d'ailleurs d'avoir gagné sur ces terres. Il m'avait confié d'ailleurs que mon rêve, c'est de faire un jour les Jeux Olympiques. Et souvent, sur Facebook, c'est pas de la blague, hein. Il m'écrivait en me disant, Freddy, par exemple, le dernier kilomètre de Port-Gentil, il dit, je n'ai pas d'argent pour aller à Franceville, j'ai envie de courir, pour aller à Port-Gentil, j'ai envie de courir, j'ai envie de montrer que je sais le faire et je peux réussir. Et là, c'est une belle récompense pour Marius. Je lui dis, félicitations parce que ce genre de gamin-là, tout commence par un rêve. Ensuite, il y a la concrétisation, mais en général, il faut toujours le pont. Le pont, ce sont les gens qui sont au milieu, qui facilitent l'accession au rêve de ces gamins-là. L'autre arrivé également, l'autre Gabonais, 15e, Ninga Christian, après 36 minutes et 18 secondes. Ndinga Clinton Farlo, l'autre Gabonais, est arrivé à 16e. Après 36 minutes et 35 secondes. Chez les dames également, il y a eu des bons résultats à côté gabonais. D'abord, chez les pros, bien sûr, Ndima Stacy du Kenya qui est arrivé en tête après 33 minutes et 59 secondes. Ensuite, Dembélé de l'Éthiopie, 34 minutes 7 secondes. Thibaut, un petit chat dans la gorge, hein, mais ça va aller. Et puis ensuite, il y a Tibu Chebe Sandra du Kenya, 34 minutes et 13 secondes. Et puis ensuite les Gabonais maintenant, chez les Gabonais, chez les dames, eh bien, Kenge Sandrine du Gabon après à 44 minutes et 47 secondes. Nzembe Audrey
du Gabon, qui est arrivé après 46 minutes et 7 secondes. C'est Minze Audrey qui est très bien connu d'ailleurs des parcours des marathons. D'ailleurs, cette course-là a été remportée par une Anglaise. C'est vrai que il y a un côté gabonais, on cite que les Gabonais, mais il est important de rappeler que la course des amateurs a été gagnée par une femme qui a déjà 54 ans. C'est une Anglaise, une Britannique qui vit à Franceville et qui a tenu à courir. Elle a gagné la course. Mais derrière, il y avait notamment Minze qui, chaque année sur le marathon de Libreville, arrive à rafler le célèbre prix de la Gabonaise. Et là, elle a essayé de se frotter à des élites. Ça n'a pas été facile pour elle parce qu'elle était face à des professionnels, mais quand même, elle a réussi à être troisième. Mais c'est vachement remarquable parce qu'on remarque en général dans les compétitions qu'il y a un attrait pour le côté masculin, la masculinité du foot, on dit en général. Mais quand on organise ce genre de marathon ou ces événements-là, quand ils sont organisés depuis quelques années, il y a cet engouement qui est suscité vis-à-vis des femmes qui, de temps en temps, dans même le goût de l'effort, dans cette envie de prouver qu'on existe et qu'on a envie de prouver des choses, ça se reflète à chaque fois dans le franchissement de la ligne parce qu'en fait, à la fin, il y a toujours une médaille qui est donnée en guise de récompense, mais généralement, cet effort qui retranscrit l'envie et l'abnégation, c'est vachement remarquable et moi, c'est ce que je préfère souvent dans ces courses-là, c'est regarder comment ces femmes ont l'envie et le plaisir de courir sur le tatami. Voilà, on poursuit à cette émission. Freddy, restez avec nous après le 10 km Franceville. On va parler cette fois-ci d'une autre discipline. Il s'agit de la randonnée, donc la marche pro. Et puis sur ce plateau, Linda Gaël Maganga de la rédaction de Gabon 24, mais qui est d'abord randonneuse et qui est là pour nous parler justement de cette marche pro. Nous étions le week-end avec les responsables et puis il y a eu justement cette marche dans les forêts ou encore la forêt de Libreville. Linda Gaël, parle-nous de la marche pro. En général, la marche pro regroupe plusieurs personnes qui vivent au Gabon et qui sont amoureux de la nature déjà et qui ont également envie de découvrir, qui ont envie de faire de l'activité sportive mais avec beaucoup de souplesse. Donc, ils profitent de la marche pro pour essayer de stimuler certains muscles sans trop d'efforts avec la souplesse et en harmonie avec la nature. Avec la nature. Mais c'est super parce que, regardez les images que vous nous proposez, donc la réalisation de cette marche pro quasiment en pleine forêt. Vous pouvez nous expliquer, Linda, c'est où ça? Là, je pense que nous sommes dans l'une des forêts classées ou déclassées, je ne sais pas. De Libreville. C'est sûrement Araponda. Bien sûr. Voilà. En général, on fait un repérage et comme les parcours où la marche pro rassemble beaucoup de personnes de nationalités différentes, on essaie de satisfaire tout le monde en fonction des circuits. Oui. Il y a certains qui aiment les surfaces plates, il y a certains qui aiment des terrains où il y a beaucoup d'obstacles, il y a d'autres qui aiment la fraîcheur, d'autres aiment l'air frais de la mer. Donc, on essaie de mais vous pratiquez cette marche professionnelle, on va le dire. Vous êtes randonneuse. Qu'est-ce que ça fait? Vous avez l'habitude? Moi, j'ai découvert la marche pro il y a, on va dire, près de 2 ou 3 ans. Oui. C'était au cours d'un reportage. Je suis allée pour faire un reportage et puis bon, voilà. Et vous êtes tombée amoureuse de la Voilà, j'ai apprécié, tout le monde était ouvert. On a essayé de marcher avec les caméras et on sympathise en même temps. Donc du coup, ce n'est qu'à la fin que l'on se rend compte qu'on a pratiqué un sport, on a un peu accéléré le rythme cardiaque, on a fait bouger, on a transpiré. On a brûlé des calories. Voilà, on a brûlé des calories. C'est un peu ça, c'est tout simple. Oui, mais maintenant, ici on regarde, on voit qu'on est en pleine forêt. Est-ce que sur le plan sécuritaire, tout est mis en place? Parce qu'on peut se retrouver nez à nez avec un guépard quand même. Hein. Bon, d'accord. Il faut dire que la marche pro, ce n'est pas tout le monde qui se lance. Il faut d'abord avoir un guide qui connaît le territoire. Parce qu'il faut définir également les circuits en fonction des besoins des marcheurs ou des randonneurs. Donc, après ce repérage-là, on peut se permettre d'aller en forêt et il faut d'abord, vous regardez, il y a plusieurs personnes qui sont de nationalités différentes déjà. Donc, il faut assurer la sécurité. On se permet de rester, on va dire, en général groupé. Voilà, on marche groupé et on essaie de suivre le rythme de tout un chacun. Bon, on peut également se permettre de faire une marche pro, on va dire, pour des sprinteurs, voilà, parce qu'on ne reste pas figé. Et ceux-là, ils vont courir. Mais quand on dit marche pro de manière simple, celle qui se fait
chaque semaine, on essaie de suivre le rythme de tout un chacun. Parlez-nous un peu de l'anniversaire. Vous êtes voilà, ça fait 13 ans que vous 13 pratiquez, ans, 13 ans que cette association existe. Voilà, la Marche Pro, l'association existe depuis 13 ans. Et le 13 octobre, ce sera le 13e anniversaire. Donc, à l'occasion de ce 13e anniversaire-là, il y aura une Marche Pro qui sera organisée à Libreville. Voilà. Et puis, comment fait-on pour prendre part à cette Marche Pro? D'accord, il suffit de s'inscrire. Oui. Il y a un numéro de téléphone. Oui. C'est, si vous me permettez, le 07 03 32 36. 07 03 32 36. Donc, on s'inscrit tout simplement et on participe. Voilà. Donc c'est le 07, comme on peut le voir ici. 07 03 32 36 pour s'inscrire. Est-ce qu'on débourse quelques francs, comme ça, symbolique, pour participer ou pour être... En général, la Marche Pro, elle est gratuite. Ouais. Il suffit d'être équipé pour pratiquer de la marche, parce qu'il faut tout de même signaler que c'est un sport. Donc, il faut avoir des chaussures adaptées, une tenue adaptée. Il faut également regarder, en général, comme on va en forêt, pas des couleurs trop vives. Voilà. Ah oui, quand même, parce qu'on sait qu'en forêt, il faut certaines couleurs. Alors, est-ce qu'on peut parler de classement? Est-ce qu'il y a des classements par ordre d'arrivée? Non? Il y a des événements dans la Marche Pro, on va dire compétition, événements compétition. Là, on se permet de juger le niveau de tout un chacun. Là, maintenant, on s'affronte. Et puis, à la fin, il y a des lots qui sont réservés aux meilleurs marcheurs. Voilà, c'est à Libreville au Gabon. Oui, à Libreville au Gabon. Voilà, et là, on a vu qu'il y a beaucoup de nationalités. Il y a des Français, des Canadiens, il y a des Gabonais. Voilà. Et en général, chaque année, parce que les personnes qui participent à la Marche Pro viennent et partent, bon, c'est un peu dommage parce qu'après, certains ils vont quand même les mérites de la Marche Pro. Donc, chaque année, on a des nouveaux adhérents. On a certains qui sont restés fidèles au bout de 5-6 ans parce qu'ils vivent toujours au Gabon. Et puis, il y a d'autres qui sont partis définitivement. Il y a certains, lorsqu'ils arrivent au Gabon en vacances, ils prennent contact avec la Marche Pro toujours parce qu'on ne reste pas seulement à Libreville. Il y a des moments où on va à Coco Beach, à Pongara, l'île aux oiseaux. Voilà, ce sont des endroits qu'on découvre comme ça, mais en marchant. Et voilà. Donc, le rendez-vous est pris pour le samedi 13 octobre. Voilà. Donc, de ce mois qui commence. Voilà. Donc, dans quelques semaines, voilà. On espère que, qu'il y aura beaucoup plus de randonneurs. Des randonneurs, et j'espère également que vous avez été séduits par la Marche Pro et que vous allez faire partie des personnes qui vont marcher samedi 13 octobre pour l'anniversaire. Je prends le risque, j'ai dit oui. Voilà, merci Gaël, merci Linda Gaël Maganga, restez avec nous parce que l'émission se poursuit et nous allons parler cette fois-ci de cyclisme et puis du Grand Prix Chantal Biya au Cameroun, perturbé par de graves accidents de la route, donc c'était samedi, et qui a entraîné l'annulation de la 4e étape de l'épreuve. Le Grand Prix cycliste Chantal Biya du Cameroun est néanmoins arrivé à son terme dimanche avec le sacre du Slovaque Joral Belan. Il succède au local Clovis Kamzong. Le coureur de Dukla, Baska, a conservé le maillot jaune. Mais bien sûr. Baska a conservé donc le maillot jaune de leader du classement général après la 5e étape courue entre Sangbélima et Yaoundé, longue de 170 km. Une 5e étape qui a souri à Clovis Kamzong, dauphin au général et qui tentait de remporter la course finale. Alors, il est arrivé en tête après 4 heures. 19 minutes et 51 secondes, suivi de Belan et de l'Ivoirien Isiaka Sissé. Belan devance de 10 secondes, Kamzong et Sissé complètent le podium à 13 secondes. C'était là la course cycliste, on va dire, le Grand Prix Chantal Biya, qui est un tout petit peu la sœur de la Tropicale à Missa Bongo. Un tout petit peu un cran en dessous, parce que la Tropicale, c'est l'équivalent de... C'est quand même un cran au-dessus. Ouais, 2-3 crans au-dessus, parce que la Tropicale, c'est une sorte de phénomène africain en termes d'organisation cycliste. Je rappelle d'ailleurs, même s'il y en a qui sont toujours dubitatifs après plus de 12 ans d'organisation de cet événement-là, c'est la seule course cycliste, l'une des rares courses cyclistes dans la planète, parce que sur le continent c'est la seule, qui arrive à jumeler professionnels et amateurs, et les professionnels de très très haut niveau. Certaines équipes de World Tour, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la première division du cyclisme, arrivent à venir compétir face à des amateurs, ce qui fait que souvent la difficulté pour les équipes africaines est souvent très grande parce qu'ils sont face à des gens qui participent très souvent soit au Tour de France, soit
soit la Vuelta. Mais pour ce qui est du Tour Chantal Villa, c'est un remarquable tour avec beaucoup de visages. Vous avez parlé d'Isiaka Cissé, mais chaque année, il est là avec la Côte d'Ivoire pour courir. D'ailleurs, il avait terminé 10e lors de l'édition de la Tropicale 2017. Et puis Kapzob Clovis, il est parmi les cyclistes qui ont le plus couru dans l'histoire de la Tropicale Amissa Bongo au Gabon. Je pense qu'il a participé à cette édition. C'est l'un des records du nombre de participations sur cet événement-là. Donc ça prouve que ce sont des amis, ce sont des frères. Mais la Tropicale, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. On parle maintenant de Maracana et de cette Coupe d'Afrique qui s'est donc jouée en Côte d'Ivoire. Les trophées de la Coupe d'Afrique de Maracana, regardez les images, où Maracana 2018 ne quitte pas Abidjan. La Côte d'Ivoire, pays hôte, a été sacré dans les 2 catégories de la compétition samedi et chaque fois devant le même adversaire, donc le Togo. Chez les seniors de 35 ans et plus, les éléphants se sont imposés 3-0. Puis chez les super seniors 45 et plus, la Côte d'Ivoire a encore dominé les éperviers 4-2. Les Ivoiriens réalisent ainsi le triplé après avoir remporté les trophées dans les 2 catégories en 2016 au Burkina Faso et puis en 2017 au Mali. Le Gabon, lui, a pris part à ce Maracana, mais qui est arrivé malheureusement en retard. Le Gabon a joué un premier match, on va dire, de barrage qui a été battu par le Canada 4-2. Et puis ensuite, le Gabon s'est imposé 4-0 devant le Sénégal. Mais bon, c'est là, ce résultat a été insuffisant pour permettre à ce que le Gabon se qualifie pour la phase de groupe. C'est quand même là une victoire, on va le dire, pour cette équipe du Maracana qui était gabonaise, du Gabon, qui est vraiment incertaine pour pouvoir effectuer des déplacements. Willy, souvenez-vous, il y a 2 ans, on avait eu à peu près le même cas. Vous étiez à l'époque, on était à Canal 7 et on en avait discuté un tout petit peu. Ils avaient eu la même situation. Des fois, ça devient un tout petit peu gênant. Et là, très souvent, moi, je suis extrêmement dithyrambique en ce qui concerne notre drapeau et même l'engagement que de temps en temps les autorités peuvent avoir sur X événements et même sur les équipes nationales. Mais elle est complètement à la rue et même abandonnée à elle-même, cette équipe du Maracana. Ils avaient déjà raté le voyage pour le Burkina Faso. Cette équipe a pu effectuer le déplacement. C'est dommage que ça en soit ainsi. On comprend bien qu'il y a des difficultés financières et que le Maracana, qui est censé, entre guillemets, être une discipline en promotion, qu'ils aient raté une édition au Burkina Faso il y a quelques années et qu'en 2 ans, ils n'aient pas pu avoir soit le financement nécessaire, soit une organisation nécessaire qui pourrait les aider à être mieux représentatifs sur le prochain. Voilà, c'est un peu dommage, mais bonne chance à eux. En plus, il y avait Mbanango Ezita dans le lot qui sera adjoint de Daniel Cousin. Donc. Voilà, donc on arrive au terme de la première partie de cette émission, mais on rappelle rapidement qu'en ce qui concerne le basketball, eh bien, la Coupe du Monde, ce sont les Américaines qui se sont imposées pour la 3e fois consécutive, la 10e fois dans cette compétition internationale en ce qui concerne le basketball. Voilà, c'est terminé pour la première partie de Multisport 24. On se retrouve pour la suite dans un instant. À tout de suite. Deuxième partie de Multisport 24 et puis Lembris Boubala vient donc de nous rejoindre sur ce plateau. Lembris, bonsoir. Bonsoir Willy Toulangoy. Comment allez-vous? Je me porte très bien, merci. Ben voilà, on poursuit cette émission. Là où on s'était arrêté, on parlait justement de la Coupe du Monde de basketball féminin. Eh bien, le sacre des États-Unis qui a donc empoché son 3e titre consécutif, son 10e dans cette compétition. Freddy, il est toujours là d'ailleurs. Très belle prestation des Américaines, une nouvelle fois qui démontre que bon, les États-Unis sont toujours sur le toit du monde en ce qui concerne le basketball. Les USA, c'est un peu comme, le rugby avec la Nouvelle-Zélande, même si la discipline est extrêmement développée aux États-Unis. Il y a un tel écart entre les équipes américaines, surtout en compétition internationale, que ce soit les JO d'ailleurs même. Lorsqu'il s'agit des JO, il y a un petit jeu qui se fait avec les États-Unis avec justement le jeu des âges. De temps en temps, ils ne mettent pas le paquet, notamment en emmenant une équipe presque de All-Star. Là, c'est pareil, la Ligue américaine de basketball, même en féminine, ils sont extrêmement forts et de toute façon, les meilleures joueuses de la planète s'y trouvent. Et les Américaines étaient largement, techniquement, beaucoup plus fortes que toutes les autres équipes. D'ailleurs, ça s'est vu sur le tournoi avec des scores qui, des fois, frôlaient le ridicule.
Ben voilà. On poursuit cette émission et on parle cette fois-ci de football. Et puis au Gabon, l'Assemblée générale de la Ligue de football de l'Estuaire. Le week-end dernier, sur ce plateau, nous recevions M. Nang, qui est Kambangoy, qui, lui, se targuait justement d'être le véritable et réel président de cette Ligue de football de l'Estuaire. Ce week-end, son adversaire, on va le dire, Serge Mombo, a donc également tenu une assemblée générale en présence de tous les délégués des clubs de 3e division de la province de l'Estuaire. Il y a eu justement au cours de cette assemblée générale le bilan de l'année écoulée et ensuite les perspectives d'avenir. Écoutons d'ailleurs Serge Mombo au sortir de cette assemblée générale. Nous venons de terminer notre première assemblée générale ordinaire en présence de la Fédération gabonaise de football. Les travaux ont été très fructueux. Nous avons échangé sur le rapport d'activité morale et financier. Quelques remarques ont été faites et nous allons améliorer ces différents rapports pour que dans l'avenir tout soit conforme désormais au statut OADA comme sur les rapports financiers, comme les stipulent les nouveaux statuts de la Ligue de football de l'Estuaire. Je dirais que ces remarques sont importantes. C'est à nous, comité exécutif, de rectifier le tir et apporter toutes les explications nécessaires sur ce rapport financier, qui a été adopté bien sûr. Donc nous allons apporter ces modifications et les transmettre aux différents clubs. Les perspectives d'avenir ? Perspective d'avenir, oui, nous comptons cette année organiser le championnat corpo, parce que il faut dire que dans notre programme d'activité, lorsque nous avions été élus le 29 juillet à Cocobiche, il était dit que nous devions mettre en place un championnat corpo. Et cette année, nous allons mettre en place ce championnat corpo avec l'appui de certains partenaires qui voudraient bien nous accompagner dans ce challenge. Les championnats vont débuter le 2 novembre par notre championnat phare, à savoir le championnat de division 3, en présence, comme je l'ai dit tantôt, de nos présidents d'honneur, à savoir le ministre Julien Kogebekale et Jean-Marie Ogandaga, qui sont nos présidents d'honneur. Ils seront présents à l'ouverture de cette compétition. Voilà, on va lever l'équivoque. Hein. Nous lui avons posé la question de savoir justement son avis par rapport à son adversaire entre griffes. M. Kambangoy, il a tout simplement répondu au micro de Gabon 24 qu'il n'avait pas de temps à perdre à répondre à ce genre d'allégations et que pour lui, il était question aujourd'hui de se mettre au travail et puis qu'il prépare justement les championnats de 3e division, mesdames, qui vont commencer très prochainement. L'Imbris, Serge Mombo, il est quasiment de plein pied dans le démarrage du championnat de 3e division. Je pense qu'il a un organigramme, il avait un cahier de charge, un projet quand il avait été élu notamment du côté de Cocobiche. Moi je pense qu'il est dans sa bulle comme on dit. Et puis, élu ou plébiscité enfin, c'est qu'on est élu quand on a un adversaire. Il n'en avait pas. Je pense que pour lui, justement, c'est que bon. Il a une vision, comme je disais tantôt, et puis bon, voilà, il ne va pas revenir sur la question qui avait été déjà évoquée sur ce plateau avec notamment, on va dire, son compatriote, son frère, parce qu'avant tout, il reste gabonais, mais je pense que pour lui, le débat, il est passé. Voilà, il veut justement, j'ai envie de dire, mettre sur pied son organigramme pour que les choses puissent véritablement redémarrer. Voilà. Donc, j'ai le droit d'en parler un tout petit peu. J'ai pas envie d'être méchant, non. En même temps, j'étais en train de rigoler en parlant de plébiscite. C'est juste que cette histoire, elle dure depuis un peu trop longtemps. Souvenez-vous, c'était à l'époque la ministre. Le président qui a organisé par exemple le tournoi de la montée, c'est lui. Ce que j'explique, c'est que l'histoire, elle dure un peu trop longtemps, depuis un peu trop longtemps. Souvenez-vous, à l'époque, c'était Nicolas Sélé qui était ministre, au moment où il y a eu l'imbroglio et l'élection, entre guillemets, mal faite de M. Mombo, qui avait été reconnu par ailleurs par la Fédération gabonaise de football, ce qui est légitime parce que c'est l'organe technique. Et ensuite, il y a eu le recours de son adversaire, entre guillemets, auprès du ministère des Sports, qui lui avait fait une note en disant que l'élection n'était pas valide. Cet imbroglio-là aurait dû être réglé depuis longtemps. Il y a eu un deuxième ministre qui est venu, qui a essayé de se pencher sur le sujet, mais il est parti très vite. Il y a eu ensuite le ministre qui est là, M. Alain-Claude Bilibidze, qui lui aussi n'arrive pas, peut-être qu'il n'a pas trouvé le sujet assez sérieux, mais juste, il n'a peut-être pas trouvé le sujet assez sérieux
à partir du moment où l'instance supérieure, le ministère, notamment le ministre actuel, ne se penche plus dessus fondamentalement, en gros, il devrait y avoir débat, et d'autant plus que Mombo, il est là depuis sa deuxième année, et il a organisé, voilà, je ne suis pas souvent très gentil avec Ahmed Mombo, mais il a très bien organisé les championnats de l'Est-UA, parce qu'il y a eu, dès qu'il est arrivé, il s'est très vite mis sur le terrain, il a organisé tous les championnats, mais de très belle façon. Il a organisé aussi la Coupe de la Ligue, ça a été très bien organisé, je suis allé déjà à quelques matchs, notamment en Zengayong pour le regarder. Il a eu une envie de faire très bien dans ce métier-là. Il est entre guillemets le fils spirituel de Pierre-Alain Mungegi, mais je trouve qu'il a ce charisme supérieur, cette énergie qui est encore vive et qui correspond à son âge. Et encore qu'il a été élu. Qui irradie les compétitions qu'il organise. La question c'est, il a été élu, mais comment? Après, ça dépend de quel côté vous vous situez. Ce que je dis, c'est que voilà, on est censé avoir dépassé. Il a raison. Mais non, après l'élection, si la fédération gabonaise de football valide, on n'a plus à revenir là-dessus. Non, mais c'est pas parce que la fédération a validé que celui qui est après, il n'avait même pas. L'autre, la raison, c'est qu'il n'a pas. Le problème, c'est qu'il n'a pas participé à l'élection, mais il avait fait un recours parce qu'il a trouvé quelque chose d'illégal. Dès qu'il y a illégalité, on a le droit quand même. On est citoyen, surtout quand on appartient à une association ou à une ligue, on a le droit quand même d'apporter des recours. Après, le problème, c'est que ça tire en longueur. Ça fait 2 ans. Là maintenant, on risque de perdre 2 ans si on commence à réépiloguer sur la question. En gros, il a raison de botter en touche en disant qu'il ne répond pas à ces polémiques-là parce que 2 ans passés, alors que la tutelle ne s'y mêle plus, il est temps de passer à autre chose et d'avancer parce qu'il y a des belles choses à faire. Si le championnat professionnel ou national n'existe pas, au moins il faut que les ligues travaillent. Et Mombo, sur ce point-là, est un gros travailleur. Et d'ailleurs, moi je préfère qu'il reste dans ce rôle de président de la ligue et voilà. Voilà, donc on poursuit cette émission et on va parler justement de la première liste de Daniel Cousin, le sélectionneur des Panthères du Gabon. C'était justement ce matin au siège de la Fédération gabonaise de football. Les images vont apparaître. Nous allons parler un tout petit peu de cette liste. On va dire, eh bien, en ce qui concerne les gardiens de but, Didier Ovono-Eban du Paris FC, Yves Stéphane Bitsekimoto du CF Mounana, il a retenu 2 gardiens. Oui, c'est un peu la première remarque. C'est déjà une première remarque au lieu de 3, comme le faisait Camacho. Là, on a vu qu'il a retenu 2 gardiens et je pense que c'est les plus expérimentés. On ne va pas se cacher, à part Didier derrière Yabitse Kimoto. Bon, c'est vrai qu'on va toujours on va polémiquer sur entre guillemets, la soi-disant forme de Didier Ovono ou alors de Bitse Kimoto, mais on a que ces 2-là pour l'instant. Je pense que. Non, on n'a pas que ces 2-là. Après, ça dépend. Moi, je suis toujours. Excuse-moi, on va revenir sur le poste de gardien de but et on va peut-être enchaîner sur si vous nous le permettez. Mais ça fait trop longtemps qu'on dit on a pour l'instant que ces 2-là. C'est ça le problème. Après, derrière, on va comprendre que fondamentalement, il n'y a pas de structuration, que ce soit chez les jeunes et même en championnat pour qu'on ait Cousin vient juste d'arriver, il ne va pas changer les choses. Cousin, ce n'est pas Camacho qui ne connaissait pas. Il fait avec ceux qui sont là et puis après, on va voir. Cousin, ce n'est pas Camacho qui ne connaissait pas le championnat. Cousin, ce n'est pas Camacho qui ne connaissait pas l'environnement du foot gabonais. Cousin, peut-être qu'il a joué la facilité en se disant il n'y a pas le championnat, donc je prends pour l'instant des mecs qui connaissent bien la boutique. Et là, il a raison. Il a vraiment raison parce que moi, j'aurais fait pareil. Mais derrière, si on se dit, si on a ton discours à chaque fois en disant pour l'instant on n'a que ces 2-là, on ne cherche pas en profondeur. Moi j'en connais un, je connais un petit jeune, j'ai oublié son nom. On va te le permettre. On ne va pas le lancer dans le même maintenant parce qu'on est. Je connais un petit jeune qui sort du centre de formation de Moulana, qui joue à Paris. On va droit. Non mais je suis d'accord avec toi. Pour l'instant on n'est pas dans les essais. Vers un objectif bien déterminé. Et ça, le message est très clair. Et on est en mode commando. Voilà, il faut absolument que les gars se qualifient. Et là on va pas d'abord chercher, est-ce qu'il y a un petit nouveau qui fait l'affaire là-bas. Là où je ne suis pas d'accord sur le changement de structuration, notamment en mettant 2 gardiens, c'est que généralement dans la constitution d'un staff, souvent à quoi il sert le 3e gardien? Il y a 2 raisons dans les sélections, et les grandes sélections d'ailleurs. Souvent on met un 3e gardien, un petit jeune, pour qu'il vienne apprendre. Je pense que c'est ce qu'ils ont fait avec Donald Nzé depuis 1 an et demi. Et voilà. À ce moment-là, si on a Didier Ovono, un vieux roublard, si on a Bitse Kimoto qui approche la quarantaine aussi, à quel moment tu injectes un jeune si tu ne le mets pas là dans un match où on sait qu'il ne va pas jouer alors qu'il aurait pu apprendre auprès des anciens? C'est en cela que je dis, voilà, il faudrait qu'il n'a pas eu le temps d'expliquer cela. Moi, je dis, voilà, il faut réfléchir toujours en amont en ne nous basant pas que sur l'existant, mais en commençant à anticiper sur l'avenir. C'est important. On passe sur les défenseurs. On va regarder une nouvelle fois cette liste de Daniel Cousin. Il a donc choisi au poste de défenseur Bruno Ekwele-Manga, c'est tout à fait normal, Cardiff FC. Et puis Aaron Apindangoy, il y a Junior Rondon,
Perrin au bambou, Eman à Bessolo, au Biandong, tout le monde. Enfin, c'est Palone, tout le monde est là, c'est bien. Ben oui, c'est des défenseurs que l'on Ouais, connaît déjà, sauf peut-être ici souligner que King ne fait pas partie de cette liste parce qu'il avait été blessé. Il s'est blessé le dernier match lors du match amical contre la Zambie. Mais je pense que déjà pour toute la liste qu'on a vue, les filets tout à l'heure, les noms on les connaît. C'est bon, voilà, c'est des gars qui tiennent bien la boutique, comme on disait. Après. On va vraiment faire step by step, mais moi, en fait, je m'attendais. Je vous explique pourquoi je rigole. Parce que je m'attendais, et je l'ai dit d'ailleurs, j'en ai discuté avec quelques-uns de mes followers, je disais qu'en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait une sorte, pas forcément une rupture, mais qu'il y ait quelque chose de nouveau. Et il n'y a pas de nouveauté dans ce, même s'il a mis, on va en parler, il a mis Kanga sur les côtés et les défenseurs. Moi, je regrette justement que Moussa King soit blessé parce que moi, je suis de ceux qui ont toujours clamé d'ailleurs le retour de Moussa King, qui avait un moment laissé la sélection parce que souvenez-vous, il s'était blessé en 2015 à la CAN et donc à un moment, il a mis la pause parce qu'il avait eu des problèmes avec son ancien club. Et là, il s'est encore blessé, on peut dire qu'il est malchanceux. Moi, j'étais de ceux qui disaient il faut qu'on revoie la paire Moussa King, Bruno Kolemanga, même si ces derniers temps, Bruno Kolemanga, au vu de ses dernières performances avec les Panthères, les 2 derniers matchs notamment, il a été calamiteux. Je trouve que voilà, il a été calamiteux pour une raison que je trouve assez technique. Il a joué toute la saison dernière déjà à Cardiff, arrière droit. Et là, depuis le début de la saison, il n'a joué qu'un seul match en défenseur central. Je trouve que voilà, il a perdu un tout petit peu de ses repères, mais ce que l'on souhaite, c'est qu'il arrive à retrouver cette sérénité et cette hargne et de la sécurité, parce que c'est quand même le deuxième capitaine de cette équipe. Et si lui n'est pas performant, personne d'autre à côté ne sera performant, encore moins les petits jeunes, comme Ulysse Obamdong, qui est censé avoir un club, mais l'information que j'ai en général, il est à Paris et il n'est pas très compétitif, mais là, voilà, on va me dire que voilà. Et puis en milieu de terrain, je reste gentil. Ben voilà, on regarde en milieu de terrain ceux qui ont été donc appelés par Daniel Cousin. On revient sur la composition de cette équipe des Panthères du Gabon. La réalisation va nous la proposer. On sait que, bon voilà, maintenant, voilà, le milieu de terrain, Mario Lemina, il est présent. Franck Ngonga de retour. Samson Bingui également de tour, il revient. André Biyogo Poko, Junior Martin Ngouali. Il y a justement là des retours, comme celui de Bingui Samson. Pour moi, c'est le secteur où on a peut-être le plus de satisfaction depuis 5-6 ans, même si il y a une. Est-ce qu'il n'y a pas de changement maintenant? Est-ce qu'on ne voit pas que Cousin a. Non, il n'y a pas de changement, il y a des adaptations, parce que Ibrahim Ndong, voilà, il n'a pas de club en ce moment, il aurait dû être là. On a des joueurs qui sont en division 13. Changement par rapport aux précédentes listes de Camacho. Ouais, ça n'a pas fondamentalement changé. Bingui qui revient. Oui, Bingui revient justement. Il rappelle des joueurs qu'il connaît très bien déjà. Samson Bingui et Ngonga, c'est des jeunes avec qui il s'est toujours bien entendu. Et puis finalement, Bingui, il n'a pas beaucoup joué avec Tour FC parce que c'est un joueur que j'adore d'ailleurs. Et il est en national. Et puis voilà, mais en gros, il y a de quoi faire au milieu de terrain avec ceux qui sont là. Et il n'y a pas Kanga Gelor qui normalement aurait dû figurer parce que c'est le joueur qui a des statistiques, les meilleures statistiques après Pierre-Emerick Aubameyang chez les professionnels et en Europe. Ouais. C'est le joueur qui a les meilleures stats. Mais malheureusement, je pense que ça ne s'est pas très bien passé, je pense, le dernier rassemblement, et Cousin n'a pas l'air de beaucoup l'apprécier. Il est chez les réservistes, mais il méritait largement sa place dans ce milieu de terrain, tout comme on a oublié chez les défenseurs un défenseur qui aurait dû mériter sa place, mais là, largement, ça s'appelle Randall Otozue. Il est en Belgique, dans son club Waterloo. C'est le meilleur passeur de son club. Et jusque-là, on a l'impression qu'il est un tout petit peu oublié. Alors, l'Imbris, on va regarder avec l'Imbris Boubala, les attaquants donc, appelés par Daniel Cousin pour ce match le 12 contre le Soudan du Sud. On est déjà content qu'il y ait Obama. Ben voilà, on laisse défiler un tout petit peu cette liste. Nous sommes au niveau des milieux du terrain. Là, voilà, on arrive au niveau des attaquants. Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal, Axel Meillet qui est là aussi, Denis Bouanga qui revient de blessure, lui Emeka Ochanga. Il y a justement beaucoup d'autres. Gaëtan Missi-Mezoui, et surtout le petit jeune là. Au milieu de terrain, il y a eu déjà Loufilou, le joueur de Manga Sport. Loufilou Ndela. Ouais, Loufilou Ndela qui a 17 ans.
et un autre de 17 ans justement qui vient de la formation de Banga Sport. D'ailleurs, Banga, avec son président, qui sont dans une sorte de restructuration du club et même avec des ambitions meilleures, d'autant plus que cette année, ils vont jouer les préliminaires de la Ligue des Champions. Voilà, ils ont des jeunes qui sont appelés en équipe nationale et ça fait plaisir à la formation rwandaise. Quand on ajoute Bingi, ça fait 3 joueurs de Banga, donc salutations à la population de Rwanda. Mais ce qui est intéressant à voir là, c'est qu'il y a, surtout chez les attaquants, une sorte de jumelage entre les jeunes et les anciens qui sont comme Bamba. Par exemple, là, le retour de Lengwa Lamar, ça fait longtemps qu'on l'a. Il est chez les réservistes. Il est réserviste, il est sur la liste d'attente. Sur la liste d'attente, bien évidemment. C'est un retour qui te plaît, ça? Non. Enfin, en guillemets, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà que ça se bouscule un peu. Ça veut dire que moi, ce qui est intéressant dans cette liste, c'est que, bon, à part, on connaît ceux qui sont quasiment titulaires, mais il y a quand même la place, une petite place qui est ouverte, une petite fenêtre qui est ouverte, notamment pour certains qui sont déjà, qui peuvent, pourquoi pas, s'exprimer. On avait eu pas longtemps déjà Axel Meillet, mais je pense que petit à petit, petitement, le gars, il est en train justement de faire partie des 11 cadres. C'est intéressant sur le plan offensif de cette la équipe. La vérité, c'est que la vraie satisfaction, que ce soit du public ou même de nous les journalistes, c'est le retour de Denis. J'espère qu'il ne va pas se blesser le week-end prochain parce que c'est ce qui nous est arrivé le dernier match. Si Denis avait été là, et déjà on a vu qu'il avait transfiguré la ligne d'attaque des Panthères et même dans ces éliminatoires-là, le seul but qu'on a marqué, c'est Denis qui l'a marqué, c'était au Mali. Donc ce qu'il faut attendre là, c'est peut-être que Daniel Cousin arrive à trouver une alchimie pour arriver à faire jouer encore mieux. On a marqué notre contre le Burundi. Ouais, plus le but de Bamba en dehors du dernier but. Ouais, mais le premier but, je voulais dire, est pas le seul. Donc ce qui se passe, c'est qu'il faut que Daniel arrive à trouver une combinaison, encore qu'il n'a pas beaucoup parlé tactique, une combinaison pour arriver à faire jouer cette attaque qui, depuis 2016, est sur une moyenne de but qui est extrêmement faible. On est à 0,30 buts par match. Ça, c'est trop fait pour une sélection nationale qui a le meilleur attaquant du continent. Ben voilà. Limbris, est-ce que le tweet, parce qu'on a vu que Pierre-Emerick, il a été appelé par Cousin, est-ce que son tweet peut être aujourd'hui un peu interprété de mauvaise manière? Est-ce que là, c'est vraiment une forme de professionnalisme de la part de Daniel Cousin? Il fait une fuite en avant. Non, il faut dire déjà que ce qui est bien, c'est qu'il a été appelé. D'accord? Maintenant, on va voir comment le mec va se comporter après. Et je pense que la nouvelle classe dirigeante est là. Il faut déjà qu'il vienne. Il a été déjà convoqué. Maintenant, après, on va voir comment est-ce que il va prendre ça. J'ai le droit d'en parler ou pas? Non, je ne polémique pas. Non, ce que je voulais dire justement, c'est que Daniel en a parlé en conférence de presse. Daniel avec qui on a échangé, il a refusé de me donner une interview, mais ce n'est pas grave. Ce qui se passe, c'est qu'il a expliqué qu'en gros, il n'a pas parlé avec Aubameyang, si ça peut être l'Aubameyang, parce que quand on est sélectionneur, on doit parler avec tous ces joueurs. On va le dire, Freddy, on va écouter d'ailleurs Daniel Cousin, le nouveau sélectionneur des Panthères du Gabon. Il parle justement de Pierre-Emerick Aubameyang et de son papa. Je lui ai fait part de mon exigence du fait qu'il doit être là pour les deux matchs. Il me l'avait promis. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais après le match du Burundi, j'ai eu une discussion avec lui avant qu'il prenne l'avion. Il m'a dit: Daniel, je serai là pour les deux matchs, mais j'ai envie d'aller à la CAN. Donc Pierre, je le connais très bien, c'est quelqu'un de réservé, c'est pas quelqu'un qu'il faut systématiquement l'appeler tous les jours. Maintenant, s'il ne répond pas favorablement, on a un plan B, c'est tout. On fera un plan B. Ça serait dommage qu'il ne puisse pas être là, mais j'ai quand même un plan B pour les joueurs qui ne répondront pas présents. Voilà, il parle de plan B si Aubameyang refusait, mais ils ont discuté justement, ils ont parlé au téléphone. Oui, il a parlé à son père, il disait, et puis à côté, il est même là. Mais qu'après le match contre le Burundi, il a dit ici que il a parlé avec Pierre, qui disait qu'il sera là, et qu'il ne trouve pas d'inconvénient de ne pas jouer. Il a besoin de se qualifier. Mais ce n'était pas la même situation, Willy. Après le match contre le Burundi, Daniel n'était pas sélectionneur, on n'avait pas viré Camacho. Daniel était encore manager, il était dans l'ombre et c'était pas pareil. Avant le match contre le Burundi, le père d'Aubameyang, qui est son mentor, qui est son parrain, qui est tout pour lui, n'avait pas eu, entre guillemets, l'imbroglio, et Aubameyang n'avait pas encore fait son message cinglant vis-à-vis de la fédération. Donc ceci dit, il y a un différentiel entre la période post-tweet ou post-Instagram d'Aubameyang et le match contre le Burundi. Ce qu'il faut peut-être essayer de comprendre, c'est qu'il y a une jurisprudence. Souvenez-vous, en 2017, avant la CAN, Aubameyang
ça je le dis, peut-être pas beaucoup de gens le savent, Aubameyang n'avait pas beaucoup envie de jouer la CAN, parce que souvenez-vous, on avait viré son père de la sélection, ça n'avait pas forcément été bien digéré en interne, familialement, naturellement. Dans ce cas précis, c'est vous me laissez expliquer ou pas? Non, je vous explique. Je dis que c'est une jurisprudence. Son père à l'époque était mal à l'aise. Aubameyang n'était pas forcément le plus grand motivé à venir jouer la CAN, mais son père lui a dit que le pays, c'est ton pays. Tu viens jouer, ce n'est pas ton affaire. Moi, je ne suis pas de la sélection. Ça ne signifie pas que tu ne dois pas venir jouer dans cette équipe-là. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Je vous donne une exclusivité. Là, j'en ai parlé avec quelqu'un de très proche de la famille. Le père a parlé au fils. Il lui a dit qu'il faut que tu ailles jouer parce que c'est le pays. Et c'est le même discours qu'il tient depuis le début. Il lui a dit de ne pas venir jouer parce que c'est papa qui est là. Il lui dit de venir jouer parce que c'est son pays. Parce que Aubame, le fils, est aussi attaché au Gabon que le père l'était à l'époque. Donc ceci dit, ça c'est mon petit doigt qui me lit et les infos que j'ai. En gros, je sais que le père lui a dit de venir, mais est-ce que entre ce week-end-ci et le regroupement, il ne va pas se passer des choses? Ça, c'est la grande interrogation. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête. Daniel Cousin parle d'un plan B. Oui, il a brisé. Non, je disais que voilà pourquoi il faut quasiment prévoir un plan B. Aujourd'hui, si Daniel ne vient pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut prévoir justement un plan B. C'est l'entraîneur, il faut qu'il le fasse. Oui, et c'est quoi le plan B? Oui, le plan B. On a Denis. Oui, non, mais Daniel Cousin le dit bien, il a un plan B. On ne va pas chercher. Non, il a dit il faudra on va pas appeler Cousin maintenant au téléphone. Il dit son plan B, c'est là à côté de lui, c'est là dans sa JBC. Il a un plan B, il va nous le proposer au cas où Pierre déclinait justement l'appel de l'équipe nationale. Donc on ne va pas polémiquer là-dessus, bon, je pense bien. Non, il n'y a pas de polémique. Il faut bien qu'on explique aux gens parce qu'il faut qu'on se comprenne, Willy, que c'est un sujet extrêmement sérieux qui des fois déchaîne des passions mais qui sont virulentes, ça je le sais. Il faut bien expliquer aux gens parce qu'on a aussi un rôle d'éducateur, la situation telle qu'elle est et la situation qui pourrait hypothétiquement être. Ceci dit, Aubameyang peut très bien venir, personne ne le sait. Moi, j'ai des infos des proches, je vous explique, ça c'est des infos que j'ai des proches, que le père a dit au fils, vas-y. Et le fils, on le sait qu'il écoute beaucoup le père. Donc en théorie, il devrait être là. Mais vu que le coach, Daniel Cousin, n'a pas discuté directement avec le fils, et donc le fils ne lui a pas donné de garantie qu'il viendrait, pour l'instant, le doute subsiste. Et on sait toujours qu'il y a des tractations entre clubs. Aubameyang peut très bien trouver une excuse pour ne pas venir parce que psychologiquement, il n'est pas forcément en état de venir jouer après le message qu'il a fait. Ça, c'est des faits. D'accord. Cousin a un plan B, on va le dire, on va le redire. L'imbris, quand on regarde le groupe en général, de la défense jusqu'en attaque, on peut dire que Cousin a quasiment il a un bon groupe pour pouvoir faire des bons résultats sur les deux confrontations avec le Soro. Exactement, il a des hommes pour pouvoir notamment faire des résultats parce qu'on est attendu. Il nous faut notamment cravacher dur pour avoir les 6 points, d'accord, pour essayer de se reclasser. Mais je pense qu'il a des hommes qu'il faut. Ils sont là. Sur le papier, c'est des gars qui peuvent faire un très bon résultat. Je pense que Freddy sera d'accord avec moi là-dessus. Et là, il faut tout miser. Il faut des gars qui viennent avec la gagne. Il faut des gars qui viennent, ils savent jouer au mieux. On n'a plus le droit d'erreur. Ce sont des gars, 11 qui doit jouer notamment le 12 octobre face au Soudan. Ce sera des gars qui doivent attaquer dès le départ et pour pouvoir mettre en difficulté ces équipes pour qu'en plus, entre guillemets, respirer parce que le Burundi à domicile, ce ne sera pas facile. Le Mali également, ce ne sera pas facile. Donc là, on n'a plus le droit à l'erreur. Là où on attend Cousin, je vais peut-être cette intervention-là, je vais terminer. Là où on attend Cousin, c'est qu'il ramène dans cette équipe-là. C'est pas forcément qu'il révolutionne tactiquement. Ce n'est pas un Guardiola, Daniel Cousin. Il a une belle expérience en tant que professionnel. C'est qu'il arrive à inculquer ce professionnalisme à ses joueurs et peut-être leur expliquer le grand amour qu'il a pour ce pays. Parce que Daniel Cousin est l'un des footballeurs qu'on a connu, mais qui a un grand amour pour ce pays-là. Parce qu'à chaque fois qu'il jouait, il était capable de s'exploser la tête parce qu'il avait envie de prouver des choses. Et donc on attend qu'il arrive à transmettre cela à ses joueurs et peut-être qu'à là, on aura une transcendance. Ben voilà, on va poursuivre cette émission parce qu'il ne reste plus assez de temps avec Freddy Koula et l'Imbris Poubala pour parler très rapidement de la situation du Cameroun. On va regarder justement ce reportage de l'équipe sur justement l'organisation ou non de cette équipe du Cameroun de la CAN 2019. C'est un résumé préparé par l'Imbris Poubala. Rythmé par les meetings des différents candidats au fauteuil présidentiel, le Cameroun n'oublie pas l'autre grand challenge que la Confédération africaine de football lui a confié, à savoir l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Réuni à Sharm el-Sheikh en Égypte, le patron du football africain n'a pas daigné donner plus d'explications sur l'état d'avancement des chantiers et sur la capacité du Cameroun à respecter le délai de livraison des 10 chantiers. Pour Hamad Hamad, l'engagement des plus hautes autorités du pays ne souffle aucun doute sur l'organisation de cette fête continentale au Cameroun. Le Cameroun s'est engagé jusqu'au plus haut sommet de l'État qu'ils seront à temps pour l'organisation de cette compétition. Je ne peux pas répondre à leur place. Ce que je peux vous répondre, c'est que la CAF n'a pas encore pris aucune décision contraire à ce qui a été dit, à ce qui a été pris avant que la CAN 2019
seront organisés au Cameroun. Cette réaction du patron du football africain nourrit de suspicions auprès de plusieurs analystes. Pour certains, cette sortie d'Ahmad Ahmad vient conforter l'idée selon laquelle le pays ne pourra pas organiser cette fête continentale. Chose que le président du comité de normalisation à la Fédération camerounaise de football vient de battre en brèche via un communiqué officiel indiquant le respect des délais de livraison des chantiers dédiés à l'événement. Les inspecteurs de la CAF qui sont venus récemment ont été émerveillés par l'état d'avancement des travaux. Certes, certains chantiers ont encore un peu de retard, mais déjà je peux vous dire que entre la dernière visite d'inspection et aujourd'hui, beaucoup a été fait. Est-ce que nous sommes prêts? Ah ben oui, nous sommes prêts. Le président de la République l'a dit, que le Cameroun sera prêt le jour dit. Et en l'état actuel des choses, je peux vous dire sans embâche et sans aucun risque de me tromper que le Cameroun sera prêt. Rappelons que les 24 nations qualifiées à cette compétition continentale évolueront désormais sur 6 stades repartis dans 5 villes du Cameroun. L'imprise. Le Cameroun un tout petit peu pressé, on va le dire acculé, parce qu'on sait que bon, on est parti d'une Coupe d'Afrique de 16 à celle de 24 pour 2019. Le Cameroun confirme par l'entremise de ses responsables que le Cameroun sera prêt, mais la CAF met la pression. Oui, exactement, parce qu'il faut dire qu'on a peur justement que cette élection présidentielle vienne plomber un peu l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Vous voyez, donc c'est deux challenges. Il faut d'abord donc passer cette étape des élections pour pouvoir notamment sereinement organiser. Est-ce que le Cameroun, ce pays, est prêt notamment à pouvoir organiser, on a dû dire que les deux événements simultanément, c'est-à-dire sans embâche, sans qu'il y ait des anécroches. Moi, je pense que c'est là toute la question. D'où justement cette intervention notamment du président de l'instance internationale pour dire, bon, attention, parce qu'il y a aussi la présidentielle qui est là et nous, on va devoir mettre la pression parce qu'en novembre, d'accord, les experts vont devoir revenir au Cameroun pour une dernière visite pour voir effectivement si le Cameroun sera prêt justement à accueillir cet événement. Le Cameroun a organisé la CAN de 72, on va le dire, ça fait très longtemps. Le Cameroun acculé, le Maroc et l'Algérie se sont en embuscade pour pouvoir reprendre l'organisation. Freddy, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que bon, ces lions, on va dire, ou encore impossible n'est pas camerounais? Je trouve que le peuple camerounais est un peuple extrêmement fier. Moi, je serais très très triste que le Cameroun n'organise pas cette CAN-là. Ils ont malheureusement là, il y a l'élection. C'est un peu la patate chaude qu'on leur a refilée en ajoutant notamment 16 équipes de plus. Parce que je pense que si c'était la CAN à 16, il n'y aurait eu aucun problème. Mais comme la CAN est à 24, ça ajoute une dose supplémentaire de travaux à faire et peut-être de difficultés dans l'organisation. Mais je pense que voilà, ils arriveront à trouver un compromis. De toute façon, je sais qu'il y a déjà, j'ai lu il n'y a pas longtemps qu'il y a des tractations qui sont faites. Si finalement ils ne sont pas très prêts, on va leur proposer un deal, peut-être une organisation dans 4-6 ans d'une autre CAN. Mais je pense que voilà, ce serait vraiment dommage qu'ils n'arrivent pas à trouver le bon tempo pour être prêts d'ici décembre. Parce qu'en gros, moi je le dis, ce n'est pas une question d'Africains, ce n'est pas une question du continent, ce n'est pas une question de la CAF. Le Brésil en 2014, jusqu'à un mois avant l'événement, on n'était pas totalement prêt. Après, il y avait même des problèmes sociaux, etc. Il y a eu plein d'événements dans le monde comme ça qui, jusqu'à un an avant l'événement, ils ne sont pas totalement prêts. Donc voilà, ça peut toujours s'arranger. Et là, ça sera en juin. De juin à juillet. Ce sera juin, juillet. Donc il y a encore le temps, comme le disait le président du comité de normalisation. Le Cameroun, même s'il y a quelques retards dans les travaux, mais le Cameroun sera prêt. Il n'y a pas quelques retards, ils ont beaucoup de retards dans les travaux et surtout dans l'hôtellerie et peut-être des routes. Mais je pense que ça, il peut y avoir des garanties. Notamment, je pense qu'après l'élection, tout sera beaucoup plus clair. Et sur les 2-3 mois jusqu'en mars au moins, si en décembre l'inspection est bonne, je pense qu'en 3 mois, ils auront comblé le retard. Voilà. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Merci, merci à vous, merci L'imbris. Merci Willy. Merci Freddy. Merci Willy, c'était un plaisir de revenir à la maison. Tout le plaisir est le nôtre. Voilà, Multisport 24, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, même plateau, même heure et même décor. Au revoir.